Hello, and welcome to the channel. My name is Thierry Allais. I'm an artist, and I am here with a bunch of artists, very interesting artists, but we are not going to continue in English because this is a French country. On a avec nous Henri Petit-Jean-Roger. Bonjour. Bonjour Thierry. Comment tu vas? Je suis là. Well, that's not a problem. We can get it in English. Yes. Ou en créole? En créole, en espagnol, il n'y a pas de problème. Est-ce que tout le monde te connaît ou est-ce qu'on peut parler de toi rapidement? Disons que de par mes anciennes fonctions, on me connaît quand même, puisque de 80 à 2007, j'étais conservateur des musées du département. Et on me connaît parce que ma passion a toujours été de transmettre des connaissances. Et à ce titre, je crois m'être intéressé de façon approfondie à la conservation du patrimoine et à lutter pour que justement on développe aussi des lieux où les artistes, les artisans puissent s'exprimer. Et donc tu étais à Sciences Po? Je suis rentré, je suis sorti. Parce que, presque. J'ai simplement effectué 3 mois à Sciences Po. Est-ce que tu te souviens de Sciences Po? Ah ben, parfaitement bien. Je me souviens surtout de ma lettre de démission de toute l'histoire de Sciences Po. J'étais sans doute le seul à avoir jamais dire je démissionne. Et après Art déco, c'est ça? Je prépare à l'atelier de la Grande Chaumière à Paris l'entrée aux Arts déco. Je dessinais pas mal, j'avais appris la photo avec Anka Bertrand, alors peut-être que ça ne dit rien aux jeunes que vous êtes, mais Anka Bertrand, la personne la plus importante qui a décidé de mon orientation artistique, elle était roumaine, travaillait à la radio, elle avait été exclue. À la radio comme nous? Oui, comme vous, mais elle avait été exclue parce qu'elle était communiste, et elle avait créé le premier journal qui parlait d'art et de patrimoine ici, c'était la revue Parallèle. Et donc du coup tu as pas mal de diplômes? Oui, mais alors... Et donc on disait tout à l'heure que tu es plus diplômé que nous tous réunis ici dans la salle, mais que tu ne nous en veux pas. Je ne vous en veux pas du tout. Je suis moi confus de voir que j'ai autant d'autorité, d'artistes super connus. Quand j'ai vu les toiles de Juminaire et que j'admire chaque fois en tournant la tête au risque de faire un accident, ces superbes créatures au bord des routes, elles font peut-être du stop. Est-ce qu'elles sont trop grandes? Est-ce que tu essaies de t'arrêter pour les prendre? Je n'ai pas osé. Elles sont très grandes. C'est vrai. Et tu es né en Martinique? Je suis né en Martinique. Et tu es arrivé ici en 80? Je suis arrivé ici en 80. Alors ça va être très simple. Je vais répondre à cette question. D'une part, parce que j'étais inscrit à l'époque, il n'y avait pas d'école du patrimoine. Et il fallait avoir des titres universitaires. J'avais mon doctorat, mon diplôme d'école de hautes études, des arts déco, etc. Et j'ai fait de la muséologie parce que j'ai eu la chance de croiser chez mes parents, qui recevait beaucoup d'intellectuels. Mon père était historien, polytechnicien, ma mère était psychanalyste d'enfants, expert en graphologue auprès des tribunaux, sophrologue, maître en PNL. Donc ils ont aussi plus de diplômes que nous. Voilà, que moi-même. Donc c'est là que j'ai rencontré quelqu'un d'exceptionnel, oui, Georges-Henri Rivière. On va pas, sinon on va passer trop de temps sur... Qu'est-ce que tu veux savoir? Non, on voulait juste... un peu te resituer de façon à ce qu'on puisse comprendre d'où tu... Je suis un homme passionné par la diffusion de la culture. Ouais, d'où tu parles et d'où tu peins surtout. Et on a deux petites sculptures ici qui ont des titres assez mystérieux, mais on y reviendra. Est-ce que, Stick, à part être champion du monde... Triple. Vas-y. À part être triple champion du monde de body painting, oui. Je sais même pas à part quoi. À part ça, qu'est-ce qu'il faut qu'on sache de toi? Bah, il faut demander. Moi, je réponds aux questions. Oui, mais qu'est-ce que tu... Moi, je suis un artiste. Avant, je disais artiste graffeur, body painter. Sauf que depuis que j'ai mon atelier, je pense que mon travail a évolué et s'est émancipé, s'est élargi. J'aime bien le mot pluridisciplinarité. J'ai toujours peur de dire parce qu'il est long et un peu compliqué à dire. Et j'aime pas le terme plasticien. Parce qu'à l'époque, il y a une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années,
les gens faisaient l'amalgame entre artistes plasticiens et nous les graffeurs. Et enfin, quand je dis nous les graffeurs, ça c'est un autre débat, puisque le mot qu'est-ce qu'un graffeur, ça c'est encore autre chose. Mais et donc on associait plus, les gens faisaient un rapport très court sur le fait que les plasticiens sont les artistes qui travaillent dans leurs ateliers sur des toiles et les graffeurs sont ceux qui sont dans la rue. Alors que normalement non, mais comme par expérience je ne suis pas fan de ce terme, donc pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire, mais ouais, enfin, justement, ça fait partie des choses dont je vais te parler. C'est-à-dire cette possibilité de passer d'une discipline à l'autre, ou presque d'une catégorie à l'autre dans les arts plastiques, mais peut-être les arts plastiques, c'est pas le meilleur mot. Mais en même temps, toi, tu es né en Guadeloupe? Non, je ne suis pas né ici. J'avais 4 ans. Et tu es né où? Je suis né à La Tronche. C'est où ça? En Isère. Mais est-ce que tu t'en souviens? Non, pas du tout. Voilà. Donc. Enfin, quasiment pas. Ouais. Moi, comme je dis souvent, je ne suis pas guadeloupéen de sang, mais je suis dans l'âme. Donc pour moi, je suis guadeloupéen. Parce que j'ai fait toute ma vie ici, en fait. Ce que je suis, c'est lié à la Guadeloupe. Et du coup, t'es guadeloupéen dans l'âme. T'es guadeloupéen tout court? Oui. Non, mais comme il y a toujours quelqu'un pour dire quelque chose, ah bon? Donc avec le temps, tu sais, comme on dit, toujours c'est une question qui t'a été posée? Non, mais t'entends, mais est-ce qu'à toi on te l'a posé? Est-ce que je suis Est-ce qu'on t'a demandé, est-ce que tu es guadeloupéen? Ah oui, bon, des fois on me le demande. Ah oui? Donc et est-ce que ça t'a été posé dans des termes ambigus? Non, après, en général, si on pose une question, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Parfois, c'est juste un besoin de savoir, un besoin de connaissance. Parfois, c'est pour piquer, parfois, tu vois, ça dépend de l'individu. Et c'est souvent, enfin, je trouve par expérience, c'est souvent les personnes, on pense que ces personnes-là sont bonnes, entre guillemets, enfin, nous veulent rien de mal, qui en fait posent la question pour nous piquer ou nous en vouloir un petit peu, tu vois. Donc, tu as été déçu un peu? Je suis déçu, non. Tu dis que c'est la personne qui tu penses ne te veut du bien qui finalement te sort un truc pour te piquer. Non, je vois pas ça comme une déception, je vois ça plus comme une sorte de réalité et que ça m'a permis de faire une réflexion sur moi-même, de trouver une réponse adéquate, enfin essayer d'amener le truc plus loin plutôt que de rester sur le fait d'être sur une déception et de se dire ah non, pourquoi lui, je pensais pas, et rester sur ça, c'est quelque chose de négatif. Finalement, tu vas essayer de mettre quelque chose en place pour pouvoir avoir une réponse forte qui te correspond. Et dans ton travail de réflexion sur cette réponse-là, tu vas te rendre compte que finalement tu découvres ça, tu découvres ci, tu découvres ça, et ça t'emmène plus loin. Donc au contraire, limite, moi je préfère quand on rencontrait ce type de personnes, parce que ça m'emmène plus loin dans une réflexion, peu importe la réflexion. C'est comme quand on regarde ton travail, on te dit ah c'est beau. Ouais, ok, merci, mais je préfère rencontrer quelqu'un. C'est pour ça que j'aime beaucoup quand les enfants regardent mon travail, parce qu'eux, ils n'ont pas de filtre, et donc ils sont pas sur les codes de la société, et donc ils vont vraiment s'exprimer, et ça emmène ton travail beaucoup plus, enfin ta réflexion et ton rapport avec ton travail beaucoup plus loin, parce que tu sais que ce qui est dit, il y a aucune réflexion infligée par les codes de notre société aujourd'hui. Il faut faire ci, il faut faire. Donc non, limite je préfère les haters. Les codes de la société, surtout guadeloupéenne, on va en parler avec Franck Juminaire, mais est-ce que tu sais ce qui t'emmène en Guadeloupe à 4 ans? Oui, la mort de mon père. Ma maman, elle s'est dit, ok, on a de la famille là, mais elle s'est dit, la Guadeloupe c'est aussi la France, elle était fonctionnaire, elle s'est dit, mais j'ai la possibilité de sortir de là où je suis, il n'y a plus rien qui nous retienne vraiment. Un peu quand même, mais pas vraiment. Elle a dit autant partir. Et à la base, on devait, pour raconter ça, je crois que je l'ai jamais dit d'ailleurs. À la base, on devait faire, maman voulait faire 2 ans en Guadeloupe, 2 ans en Martinique, 2 ans en Guyane, 2 ans à La Réunion, choisir et revenir là où, en fait, on n'a pas bougé. On est resté. La Guadeloupe, c'est le top. En tout cas. 4 ans en Guadeloupe, Après Guadeloupe. Non, mais après lycée Bainbridge. Non, moi j'ai fait mon primaire au Gosier, dans le bourg. Après une partie à Sainte-Anne, une partie du primaire encore. Oui, mais après le primaire. Laisse-moi avec mon primaire. Non, mais direct. J'étais à la crèche aussi. On va y aller. Non, après j'ai fait collège-lycée à Massabielle, à Pointe-à-Pitre. D'accord. Et après lycée? J'ai fait STAPS, j'ai fait une licence, j'ai eu une licence STAPS, activité physique adaptée. D'accord.
Et je fais partie de la première licence à avoir eu l'activité physique adaptée, l'option. J'ai bossé en clinique et avec des associations pendant 2 ans. Je gagnais très bien ma vie, c'était très bien. Et sauf que je me suis toujours embrouillé avec les associations parce que dans le milieu du handicap, il y a beaucoup de gens qui sont là pour prendre de l'argent. Enfin, je pense que même dans tous les milieux. Pardon. On va pas aller jusque là. Donc je me suis embrouillé avec des gens, mais jamais avec les patients. Ça me manque un peu. Est-ce que ça t'a aidé à escalader les murs pour le street art? Mais en fait, je le faisais déjà. Moi, j'ai commencé le graffiti fin des années 90, début 2000. Donc, t'as toujours été physique en fait. Physique, je sais pas, mais j'ai fait beaucoup de sport. Je faisais du bodyboard, j'ai fait du tir, j'ai fait plein d'autres choses, mais ouais, j'aime ça. J'aime pas la compétition, mais j'aime la compétition envers moi-même. Voilà, mais en fait, t'as toujours été ouais, j'ai besoin que ça. Ouais, j'ai besoin voilà. que. Ouais. Et donc c'est intéressant parce que c'est en lien direct avec le body painting. C'est avec le corps, disons. Je sais pas si le lien, ça doit en faire partie. Je sais pas si le lien principal c'est ça, mais en tout cas oui, ça en fait partie. Et en tout cas, moi, je m'arrange pour que je fais mon sport tous les jours, je ne m'entraîne pas pour les JO, mais je ne veux pas que mon corps soit un poids. Parce que quand tu fais un mur à 10 mètres de haut, que tu dois monter, descendre, il faut que tu sois physique, sinon tu ne tiens pas. En body painting, un championnat du monde, c'est 6 heures d'affilée, où tu dois être quasiment gainé pendant 6 heures parce qu'il ne faut absolument pas bouger. Enfin, le physique a toujours un rapport avec je trouve, mes arts, en tout cas, mes disciplines. Donc, ouais, j'essaye d'en prendre soin. C'est ça. Donc du coup, nous, il y a la tête et le corps. Et donc il y a la tête là-bas qui est couverte. Quand tu trouves l'intro pas mal. Le passage. Belle transition. Non, et en plus, c'est un sportif. Comment tu sais ça? Parce que j'ai regardé un petit peu, j'ai cherché un petit peu à savoir qui était qui avant de venir, et il Franck en a parlé. Jumiller. Alors Franck, il peut pas parler parce que la régie nous dit que quand il parle avec son masque, on n'entend rien. Ah. C'est un artiste qui est né ici, en Guadeloupe, qui a... où est-ce que j'ai mis tout ça là? Ouais, j'ai perdu mes notes. C'est un artiste qui est né en Guadeloupe, qui est parti en je sais plus quand, et qui est parti 25 ans en tout cas, qui est un artiste dont le travail, je sais pas si on va montrer un petit peu son travail, oui, on l'a un peu à l'antenne, c'est un travail qui est plutôt abstrait et qui s'interroge sur des thématiques qui sont plus abstraites et plus de l'ordre, pour l'instant, des formes, des couleurs, de l'espace, des éléments. Et est-ce que tu peux enlever le masque pour nous dire un petit peu plus sur toi? Bonjour Franck. Bonjour. Donc je fais un travail. Mais dis-nous d'abord comment tu es arrivé à la peinture et pourquoi tu es parti en France? En fait, je suis parti en France pour aller faire des études. De comptabilité. De compta en premier et de théologie après. C'est ça. Voilà, donc j'ai fait 9 ans de théologie. Après les 9 ans de théologie, j'ai fait 3 ans pour préparer un diplôme d'état de moniteur éducateur. Et puis pendant mes études de théologie, pendant les 9 ans, j'ai appris à faire de la peinture. Est-ce que tu as vu Le nom de la rose? Ah si, c'est un film tiré du livre d'Umberto Eco, oui, bien sûr. Est-ce que ça ne t'a pas inspiré entre l'art, la représentation du rire, la peinture, la théologie? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui reste de la théologie dans ton travail? Rien. Pourquoi? Je veux dire 9 ans. Parce que ça compte quand même. Ça, c'est quelque chose de personnel et c'est un peu comme la politique. Pour moi, ça doit rester dans le domaine privé. Oui, justement, on y vient. Donc en fait, la raison pour laquelle je t'ai invité, pas seulement, mais on se connaît un petit peu, on a exposé ton travail, mais lors de la dernière conversation avec les artistes, tu as suivi la conversation. Oui, je suis et donc du début à la fin. Ah, c'est sympa. Et donc du coup on avait un artiste qui s'appelle Kamoun et qui a fait cette œuvre qui était exposée au Mur Galerie et qui s'appelait Contamination, je crois. Je suis pas sûr. Mais dans lequel dans l'œuvre il y avait ce mot menstruation.
Et aussi, il disait que c'était une œuvre contre le chlordécone, contamination, ça s'appelait l'œuvre, je crois. Et en même temps, il expliquait qu'il avait fait une série de petits portraits qu'il appelait Brown ou The Brown Family. Et ça a déclenché chez toi un post sur Facebook où tu étais un peu critique de sa façon de faire et de sa façon de voir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En fait, Sur menstruation, par exemple. Sur menstruation, à la fois, L'œuvre est là. littéralement, c'était bon. Enfin, c'est un artiste, il fait ce qu'il veut. J'ai pas à lui dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. C'est pas tellement. En fait, menstruation, j'ai tiqué un peu dessus. J'ai tiqué un peu dessus. Le fait que ça soit associé au chlordécone et tout ça, je me dis, bon, c'est déjà une forme d'idéologie derrière. Donc, il est en train de nous mener quelque part. Mm-hmm. Nous embellificoter. Moi, l'art, c'est transmettre de l'émotion avant tout pour moi et pas transmettre de l'idéologie. C'est ça. Et donc aussi, dans sa série où il parle de Brown Family, toi aussi, tu t'es senti comme si, et puis après, du coup, il enclenche sur le chlordécone. Il parle aussi d'être aussi un artiste engagé dans le sens, pas dans le sens, je lui ai parlé, il dit pas dans, attends, mais juste pour y arriver, il dit pas dans le sens, si tu veux, où on est tenu, parce que dans un sens, il va dans ton sens où il dit que il veut pas se sentir obligé, parce qu'il est guadeloupéen, parce qu'il est noir, de toujours parler de l'esclavage, des problèmes identitaires, etc. Mais qu'en même temps, il ne peut pas faire comme s'il vit ailleurs alors qu'il voit devant lui des effets en permanence, quoi. Tu as une vie de citoyen. Donc, en tant que citoyen, tu peux méditer. Mais faire de l'art une tribune, pour moi, c'est un peu me violer, quoi. Violer ma conscience. C'est-à-dire que ce que tu dis, il faut laisser les gens libres. En matière d'art, parce que l'art c'est le monde justement qui n'est pas soumis à la domination des politiques, de l'idéologie, de toute la fonction politique. L'art justement c'est ce qui nous permet de sortir de ce que Freud appelle du surmoi, c'est-à-dire la norme, l'autorité. L'art, c'est ce justement qui nous permet d'échapper à ce monde. Et toi, ce que tu dis, c'est qu'en fait, ça vient obstruer le discours artistique. Ça vient obstruer. On ne parle plus d'art, on parle de politique, d'engagement, de militantisme, mais on ne parle pas d'esthétique. Et tu penses que c'est trop souvent en Guadeloupe? Et c'est trop souvent. En Guadeloupe? C'est tout le temps. En Guadeloupe? Oui. Non, mais je veux dire par rapport à en France, par exemple, aux États-Unis. On parle, les artistes parlent très peu d'engagement. C'est-à-dire l'engagement va intervenir, par exemple, en Europe, sur des faits et des situations bien précises. C'est-à-dire, on arrive à un moment, soit de guerre, ça, je peux comprendre dans un contexte de guerre ou d'un contexte... Macron dit que le Covid, c'est la guerre. Il dit on est en guerre. Ce que Macron dit, pour moi, c'est... Est-ce que militer pour les droits de la femme, c'est être engagé? Ou si ça te fait dormir, tu me dis. Hein? Non, moi je comprends tout à fait ton point de vue, mais je suis en contradiction avec ce qu'il dit, parce que, alors je sais pas, je vais donner mon point de vue. Je comprends tout à fait. Parce que je parle d'engagement par rapport à ta série actuelle où tu as fait une série, il y en a 8 ou 10. Moi je peins. Femmes, hein? Pourquoi je peins? Non. Non, ça répond à la question. Non, mais c'est ma question. Mais je réponds. C'est ta réponse. Alors, je peins parce que... Comme non, ça, je réponds, ce qui m'intéresse, c'est... Lui, il dit que l'engagement personnel doit être séparé de l'engagement artistique. Toi, tu peins en ce moment... Tu as peint d'autres choses avant, on peut en parler. Moi, j'ai des questions sur la proéminence des portraits dans le street art guadeloupéen. Enfin, il y a plein de questions à poser, le body art, tout ça. Ça, c'est autre chose. Mais sur la série sur laquelle tu travailles, que tu nous imposes,
On peut dire ça, mais ça Oui. fait partie du programme qui est un travail sur les femmes. Et pour les femmes, c'est un Pour les engagement. Ben non. Ah si. Ah ben non. C'est là où c'est pour ça que je répondais en disant je peins pour m'exprimer. Mais ça, c'est en général. Mais l'engagement des femmes Mais sur cette série. Je peins pour m'exprimer. Donc moi, comme certains sujets me touchent, pour pouvoir faire en sorte que ces sujets-là ne me touchent plus, ne me rongent plus de l'intérieur, donc je les exprime. Sauf que parfois, en exprimant un sujet, en exprimant un thème, en exprimant ce que j'ai à dire, ben c'est une sorte de militantisme, c'est une sorte d'engagement. Donc C'est pas ça le militantisme. Le militantisme, c'est quand tu vas contre un pouvoir en place. ben, Là, tu vas pas contre un pouvoir en place. non, mais je pose des questions. Tu poses des questions. Oui, des C'est très questions- basique ce des que je questions fais dans la auxquelles, rue, si tu veux, parce oui, mais que- c'est des questions auxquelles tout le monde est d'accord, des réponses, si tu veux. Ouais, mais c'est aussi, moi, mon engagement, par exemple, c'est de... Justement, le problème est là, c'est que beaucoup de gens sont d'accord avec ce que je peins, mais finalement, il n'y a rien qui se passe. Donc je suis un peu en contradiction et en confrontation avec ceux qui pourraient mettre en place des choses pour que ces choses-là évoluent. Et d'où vient... Regarde le problème de l'eau, une des œuvres que j'ai fait sur le problème de l'eau, ou même sur l'équité ou l'égalité entre les hommes et les femmes, ben, tout le monde le sait, tout le monde est au courant, mais tout le monde s'en fout. C'est devenu quelque chose de normal. Pas Tu vois vraiment. Non, Regarde l'eau, tout le monde a ses Mais réserves chez soi. on digresse de ta série. Parle-nous de ta série. Mais ma série, c'est ça. C'est pas sur l'eau. Non, mais il y a certaines, une des œuvres, peut-être deux d'ailleurs, j'en dis pas plus, et sur l'eau par exemple, Pourquoi pas plus? parce que j'ai besoin. Pour moi, la rue, c'est la plus grande galerie du monde. J'avais besoin de faire quelque chose où vraiment ça allait toucher tout le monde. Tiens, on remet dans le contexte. Peut-être qu'on peut regarder une œuvre en particulier. On n'a pas les photos de tout le monde, on a d'une. Donc du coup, Et- en fait, et je voulais- juste pour remettre en contexte. Du coup, il y a une série de... Alors les panneaux font un peu moins de 4 mètres de haut, Ouais. mais ils sont juchés à peu près 5 mètres. Et il y en a combien? 12? Une dizaine. Pour l'instant, 8. 2 ont disparu déjà. Oui. Euh, Et le programme, c'est combien? 16. 16. C'est Pas que je pensais. vandalisme. Il y en a un qui a été enlevé. Enfin, le panneau est toujours là, mais l'œuvre a été enlevée. Je sais pas par qui. C'est moi. Et Collectionneur. Quand on a affaire à des œuvres. C'est toi, la nuit, t'es venu exprès pour dire ça. C'est Et excellent. donc, ah, moi ça me dérange pas. Et donc, il y en a une, c'est le temps qui a fait donc, que. donc l'idée, c'est 16 grands panneaux, mais les 16 représentent des femmes. Oui, Donc le thème, c'est la femme. oui. Et à l'intérieur de ce thème-là, il y a des femmes un peu comme est-ce que c'est un peu comme le poème de Joby Bernabé? Femme l'homme, femme Rome, femme Mais beaucoup de fée. gens m'en parlent, Oui. tu vois. Tu le connais Un tout petit peu. un peu? Maintenant, Femme l'homme, qu'a neye nom en de l'osier. ben oui, mais j'ai pas fait Ça te de. paraît de l'eau. Je fais pas de. Je ne m'inspire pas de choses. Je fais encore une fois, j'essaie de vraiment lâcher prise sur ce que j'ai envie de faire et de faire surtout ce que j'ai envie de faire. Je réfléchis quasiment plus. Je fais point et je vois ensuite ce que ça donne. Oui, c'est ça, Mais- mais tu réfléchis pas forcément. Moi, je suis d'accord, il y a une intelligence artistique, une intelligence intuitive. Mhm, Mais une fois que c'est fait, mhm. Il y a une symbolique, il y a une signification, il y a quelque chose. eh oui, Je choisis donc pas. tu es responsable quand même. Oui, mais je l'assume. Voilà. Mais Donc par ton exemple, engagement quand pour je- les femmes, d'où il vient? Mon engagement pour les femmes. Oui. Ben ça c'est mon histoire privée. Dis-moi. Oui, dis-moi. Ah, mon histoire privée, c'est que alors déjà étant donné que mon père est mort très jeune, j'ai été élevé uniquement par ma mère. J'ai eu beaucoup de femmes autour de moi, donc j'ai un rapport avec la femme qui est très respectueux. Je suis même admiratif de la femme, donc il y a déjà ça. Et ensuite, quand j'étais au primaire, t'as pas voulu parler de mon primaire tout à l'heure. Maintenant on en parle. On en parle, mais on en Quand parle parce j'étais que ça compte non, dans les tableaux. quand j'étais au primaire, j'ai subi des actes discriminatoires. Donc je sais ce que c'est que la discrimination. Et ayant vécu avec des Ah, femmes, discriminatoire à cause de... quand du je fait suis que à- tu ne sois pas d'ici. quand je sois pas d'ici, en termes de couleur de peau, ben, j'étais le seul de ma couleur dans les classes. Et on était des classes de 35, voire enfin 33, 35. Et on me disait des fois de rentrer chez moi, que j'étais le maître de personne, etc. Et sur le coup, moi, je m'en suis pas rendu, enfin, ça m'affectait pas, je comprenais juste pas. Sauf qu'avec le temps, je me suis rendu compte que c'était au fond de ma tête et que je comprenais. À chaque fois que je voyais surtout aujourd'hui, avec les médias, la médiatisation, toute forme de discrimination, ça m'affectait, je pense, plus que la norme. Et j'ai cherché à comprendre pourquoi en fait ça m'affectait autant. Tu vois, même là quand j'en parle, c'est quelque chose qui me touche parce que je l'ai vécu. Et pourquoi j'ai choisi la femme, je pense que c'est un lien de par
tout mon vécu, ma jeunesse, mon adolescence, du fait d'avoir été quasiment tout le temps qu'avec des femmes, en tout cas avec ma mère, bah, j'ai fait un lien très simple, et la femme étant vivant dans notre société patriarcale où la femme, bah, oui, doit souvent se battre pour obtenir quelque chose, c'est quelque chose qui m'a touché, et cette discrimination me touche, et c'est ma manière de, voilà, d'apporter ma petite pierre à Est-ce que l'édifice. tu as le sentiment qu'il y a de la discrimination à l'égard... J'ai pas fini, je prends ma respiration, regarde. Laisse pas finir de poser la question, tu es déjà en train de répondre, laisse pas finir de poser la question. Vas-y. Je suis en apnée. Est-ce qu'il y a de la discrimination à l'égard des femmes dans le monde de l'art ? Je veux pas rentrer dans la politique culturelle, mais comme c'est lié à ton travail, comme c'est lié à tes œuvres. Dans le monde de l'art, c'est une bonne question. Je pense que de toute manière, de base, il y en a dans le monde. Non, pas seulement Déo. Donc s'il y en a dans le monde de l'art, oui. Tu es politiquement correct. Non. Si, tu me fais du politiquement correct. Non, moi ce que j'aime, tu vois, c'est ce que j'aime dans le monde de l'art. Dans le monde de l'art en Guadeloupe, est-ce que tu as le sentiment qu'il y a de la discrimination à l'encontre des femmes artistes, des femmes en position de pouvoir, de gérer l'art, de la culture, etc. Moi, ce que je trouve, alors je vais répondre, tu vas me dire que je t'embête, mais je trouve que l'art féminin en Guadeloupe a su, et commence en tout cas à bien montrer certains exemples d'unité et de solidarité pour pouvoir imposer certaines choses. Elles sont visibles, elles sont très visibles, et elles ne se laissent pas faire. C'est ça. Maintenant, si elles sont obligées par de des mettre... méchants comme toi alors. Bah, si tu me vois parce comme que un méchant... tu es un homme toi, non, dans le monde de l'art. Oui, après, si je suis considéré comme un méchant... Mais je sais pas, parce que toi tu dis qu'il y a une discrimination, donc s'il y a une discrimination contre les femmes, ça vient des hommes, non ? C'est que si elles... Alors oui. Oui. Et que si elles se mettent en place, c'est que forcément, il y a une discrimination derrière. Si elles doivent se mettre dans un combat pour aller de l'avant, c'est que finalement, elles n'étaient pas en avant. Donc elles étaient un peu en arrière. Donc voilà, à partir du moment où il y a un mécanisme qui se met en place, c'est qu'il y a un dysfonctionnement avant. Donc je pense que la réponse est oui, il y en a un. Est-ce qu'on peut mettre un mécanisme sans qu'il y ait quelque chose et dire comme il y a le mécanisme, c'est que forcément... C'est une bonne question. Est-ce que c'est une très bonne question ? Je pense pas. Je pense qu'à partir du moment où tu rentres dans une réflexion pour pouvoir mettre en place quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui t'a apporté, qui t'a amené à avoir cette réflexion pour mettre en place le mécanisme. Henri, qu'est-ce que tu dis ? Et moi, je pense qu'il faudrait qu'on parle de choses tout à fait exceptionnelles et du point commun entre nous trois. Nous sommes tous les trois différents. Nous avons un don extraordinaire qui est d'être des personnes qui créent, qui sont capables de voir autour d'eux, d'assembler ce qui est épars et de produire des images. Je prends le terme image, de produire une sculpture, un dessin, n'importe quoi, un assemblage. Et ça, pour moi, c'est l'expression absolue de la liberté et de l'unicité des individus. Se dire que ce que tu as fait là, de toute l'histoire de l'humanité, ça n'a jamais existé. Et toi, tu as été capable, comme ça, de sortir une image de ton cerveau, de la fixer sur un support et de l'offrir. Mais est-ce que ça suffit pour que ce soit de l'art ? Mais non, mais l'art, c'est la création d'abord. La création ne suffit pas. Par exemple, moi, je peux faire ça. C'est pas forcément de l'art. Quand on voit une banane accrochée qui vaut 300 000 $ ou 150 000 $, est-ce que c'est de l'art ou de la merde ? C'est ce que je te demande. Mais c'est ce que je te demande. Le problème n'est pas là. Le problème. Est-ce qu'on peut enlever l'engagement personnel de sa création, de ce qu'on crée ? Lui, il dit non. Lui, il dit qu'il faut absolument. Je pense que c'est la finalité. Quelle est la finalité de produire des images ? C'est d'abord se rassurer soi-même, d'utiliser ce don, mais remarquable, qui n'est pas également réparti. À partir de là, c'est aussi avoir le regard de l'autre. Il n'y a pas d'art s'il n'y a pas de critique, s'il n'y a pas d'exposition, s'il n'y a pas si on ne montre pas. Je dirais, c'est un plaisir solitaire. Donc toi, tu arrives à l'art comment ? Tu es conservateur du musée de Gare-Claire ? J'ai toujours créé. Et j'ai toujours créé dans un monde qui est un monde où on retrouve des Goya, par exemple. D'accord. On a ton exposition. Là, en ce moment, tu as l'exposition à l'Arawak qui finit demain, c'est ça ? Oui, oui. D'accord. Mais cette série d'œuvres commence quand ?
Cette série Y compris d'œuvres, ce qu'on a ici. disons, je ne me suis jamais départi d'une ligne qui est une certaine angoisse face à ce qui m'entoure, face à la société. Donc, pour moi, c'est exorciser des démons que de créer. Oui, mais ça commence Mais- quand? Ça a commencé de... J'ai toujours dessiné. Non, la série que tu présentes à La Harawak. série que je Oui. présente, elle est sur deux époques. Une première époque qui remonte à 2019, où je vais réaliser des dessins sur papier avec des colorants naturels, des terres, simplement passées et fixées. Et il y a eu une rupture à un moment donné, pour X raisons, et j'ai déchiré tous les dessins. J'en ai déchiré plus de 100. Mais donc c'était ce que tu avais présenté à Citroën. Je t'avais rencontré dans une exposition chez Il Citroën. commençait. CDS. C'était le début. Voilà. C'était le début. Donc c'était avant les avoir déchirés ou après quand je t'ai C'est rencontré après les avoir déchirés. Quand je t'ai Le rencontré grand chez format. Citroën, Oui. c'était après 2019. Oui. D'accord. Oui. Et ensuite, j'ai donc décidé, et c'est là que ma formation, je dirais classique, mes études aux arts déco, font que je ne jette pas les choses, mais j'offre une série d'images qui sont proches les unes des autres, qui dans un premier temps perturbent le spectateur, qui se dit mais qu'est-ce que c'est? Mais en même temps, comme il y a une construction sous-jacente, il se dit mais qu'est-ce qu'il veut me raconter là comme histoire? D'où le deuxième niveau de ma pratique, qui est d'inventer des titres. Par exemple, j'ai une petite sculpture qui représente, on voit un croissant de lune, un petit personnage qui est une petite fiole à antibiotiques remplie de couleur rose, une petite couronne sur la tête, un minuscule personnage qui regarde un petit bloc de quartz et un cabochon de couleur saphir, et contre un des murs, il y a écrit 3, 5, 7, 9, et en dessous, un singe en ivoire, une broche du 19e siècle, qui mange un fruit. Et le titre de cette histoire, qui se réfère au devisement du monde, qui est le récit du séjour de Marco Polo à la cour de Kubilai Khan, et un épisode tout à fait particulier, c'est que l'empereur lui confie la mission d'amener une de ses nièces à un de ses vassaux à qui il la destine. Il faut des mois de caravane. Et quand il est arrivé là-bas, le futur mari était mort à la guerre, donc il repart. Donc je me suis inspiré de cette affaire, et ce petit assemblage sont titrés le 3e jour de la 5e semaine du 7e mois de l'an 9, au dernier croissant de lune descendante, la veille de son départ pour de longs mois de caravane pour rejoindre son futur époux, la jeune princesse consulte un très sage astrologue qui examine le reflet de la voûte céleste sur un bloc du plus pur quartz, sous le regard amusé et l'air sceptique d'un singe albinos qui mange un fruit. Est-ce que C'est le titre. la relation entre Oui, mais il y a tout un monde merveilleux. Attends, Franck, mais est-ce que la relation entre C'est ce qui l'œuvre est- plastique, c'est-à-dire ce que tu as ce qui est construit, intéressant. la sculpture si tu veux, et le titre, est-ce que c'est pas plus une relation entre la littérature et les arts plastiques? Et là, quand tu fais un titre pareil, est-ce que tu n'es pas en train de créer une bataille entre les deux? Parce qu'au bout du compte, ce titre, c'est toi qui l'as créé, qui l'as rédigé. Oui. Donc c'est aussi une création littéraire, à C'est ce ab- point, c'est à ce pour ça. stade. Absolument, c'est la même chose, mais j'ai la chance Et donc d'aimer la littérature, d'aimer lire, d'avoir des amis hautement connus comme Marie Scondé, Simone Schwarzbart. Là, et mon épouse lit beaucoup plus que moi parce que je suis un peu spécialisé dans le domaine de l'anthropologie, mais j'adore les mots, comme je l'ai dit. Mais est-ce que Et le l'un ne titre va pas à l'encontre de l'autre? Non, au contraire, c'est un accompagnement. Si je te montre ça, Qu'est-ce que tu dis, Stick?
Moi, je suis encore sur la fin. En fait, quand il parle, je bois ses paroles. D'accord. Donc Il faut que quand il finit de parler, il ne faut pas me poser une question directe. Parce qu'il faut que je revienne à la réalité. Je reviens. on va t'envoyer. Tu vois, Attends, mais je veux avoir le Non. sentiment de Franck. En fait, Est-ce moi- que le rapport pour moi, littérature, est-ce que le rapport littérature, œuvre, peinture ou sculpture, est-ce qu'il est, moi, je trouve complémentaire. hmm, Pour moi, ce qu'il fait, c'est, je dirais, je lui donnerais un caractère d'art total. C'est-à-dire, on a à la fois un objet, la présence d'un objet, on a la présence du son, de la poésie et d'un monde merveilleux. mais est-ce que tu fais pas, parce que tu as une approche, on en parlait tout à l'heure, suprématiste, mais quand je dis suprématiste, de certaines de tes œuvres, hein, mais quand je dis suprématiste, je parle, ce qui m'intéresse dans le suprématisme, c'est pas nécessairement ce qu'ils disent, mais le fait que ça soit tellement théorisé. Tu vois, Malevich, le blanc c'est la surface, le noir doit forcément être un carré, etc. Tu vois. Mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de théorisation à l'extrême qui fait qu'on oublie la réalité de l'œuvre? Parce que dans une certaine mesure, toi, tu dis que l'œuvre doit valoir pour elle-même, dans ton travail, par exemple, les couleurs, les formes, etc. Et en Oui, même mais temps, ça- ici, tu accordes à Henri Petit, Jean Roger, une sorte de passe que tu n'accorderais peut-être même pas à toi. Ah si, bien au contraire. En fait, l'art, c'est le fait de créer. Créer, ça veut dire quoi? Créer, ça veut dire amener plus de vie, en fait. Mm. Le fait que tu manies la couleur, la matière sur une surface, tu joues avec le temps, tu joues avec l'espace, tu joues avec la lumière. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Et avec ces éléments-là, j'essaie d'amener plus de vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire d'inédit, qui n'a jamais été fait. Oui. Ce que tu montres à Poulard Fair il y a 2 ans, c'est 2 ans à peu près, Oui, 2017. de grands formats, 3 ans, 4 ans presque hein, déjà, de grands formats, des formes qui ne sont géométriques mais qui s'éloignent, en tout cas qui veulent s'éloigner du carré ou du rectangle habituel. Qu'est-ce que tu... C'est pas celle-là, ça va venir. Qu'est-ce que tu... Voilà, celle-ci, ces œuvres-là. Alors, il y a une grande qui est à un format normal, et il y en a 2 autres, on ne sait pas si ce sont des croix ou des flèches. Ce sont des flèches. En fait, ça symbolise l'éclair, en fait. Ça symbolise l'illumination et l'éclair, l'inspiration. C'est-à-dire que j'étais dans la forêt. Ça m'arrive très souvent de dormir dans la forêt. Ici en Guadeloupe. Ici en Guadeloupe. Et j'étais parti du côté de la citerne, où je suis resté 14 jours. La citerne, c'est où? La citerne, ça se trouve du côté de Capesterre, entre Capesterre et Gourbert. C'est environ à 8. C'est dans un refuge. Il y a un refuge là-haut qui est situé environ à 850 mètres. Et donc tu vas à la citerne? Donc je vais à la citerne, là, je reste, et en fait, c'était au mois de, je crois, d'octobre, septembre-octobre, et il faisait très mauvais en fait. Et je vais souvent là pour regarder les étoiles filantes, et là-bas, il y a énormément d'étoiles filantes. Et la semaine où je suis arrivé, il faisait très mauvais. Donc il y avait des éclairs, mais incroyables. Mais quand tu dis la semaine où tu es arrivé, la semaine où tu as été à la citerne? Ouais. D'accord. Et tu es resté combien de temps? 14 jours. Mais comment on reste là? On dort où là? On dort dans le refuge. Ah, il y a un refuge. D'accord. Mais donc tu es tout seul ou tu es comment? Oui, je suis tout seul. D'accord. 14 jours seul. Oui. Et tu manges quoi? Des pâtes en général, c'est ce qu'il y a de plus léger D'accord. et de plus facile. Et à donc tu as préparer. été là pour trouver l'inspiration pour faire les tableaux, les tableaux sont venus après? Non, les tableaux sont venus après. C'est suite à cette vision d'éclair, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais trouver pour pouvoir symboliser cette vitalité, en fait. Pour moi, les éclairs, ça symbolise la vitalité. Et pour toi, Ouais. faut que je te rapproche un peu du micro. Et pour toi, fallait exprimer ça de façon abstraite.
Oui. La peinture doit être abstraite. Oui, pour moi, pour que ça ait un sens créatif, il faut que je parle de l'inédit, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait une trace qui ait précédé enfin, Oui, je comprends. mon point de départ. C'est ça. C'est-à-dire, Voilà. est-ce que Henri, il dit que la peinture ou l'art représente la vie, mais toi, par exemple, une des œuvres que j'ai retenues de l'exposition à l'Arawak, c'est celle-ci, tu vois. Déjà, il n'y a pas beaucoup de couleurs, contrairement à Franck. Alors, je vais répondre. Alors, c'est intéressant parce que, il n'y a pas beaucoup de lumière, il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais il y a quand même un jeu de lumière parce qu'il y a des ombres et des lumières, si tu veux. Il y a des clairs-obscurs qui sont clairement indiqués. C'est fait avec de la terre, donc forcément ça rappelle le musée Edgar Clair, ça rappelle la céramique, ça rappelle les excavations, l'archéologie, etc. Et donc ici, dans ce tableau en particulier, ça se voit dans l'ensemble de l'exposition, mais oui, dans ce tableau en particulier, on a le sentiment que qu'on retrouve dans la peinture l'œuvre de Henri Petit-Jean-Roger. Est-ce que ce sentiment est pas un peu trop littéral? C'est-à-dire, comme tu es archéologue, comme tu étais au musée Edgar Clair, forcément, il faut que tu peignes des scènes d'excavation. Ou est-ce que c'est autre chose? Cette toile qui s'appelle Le Grand Chambardement, en fait, se réfère au tremblement de terre d'Haïti. Peu de temps avant, j'étais en Haïti, j'étais chargé de cours sur tourisme et histoire, tourisme et connaissance du passé précolombien. Pendant le tremblement? Juste avant, un mois avant. En Haïti ou ici? En Haïti. Et certains de mes étudiants ont disparu, certains de mes collègues ont disparu. Mais tu étais en Haïti pendant? J'étais heureusement parti, sinon j'étais dans l'hôtel qui s'est effondré. Là. Voilà. Et j'ai éprouvé le besoin, à la suite d'un article qui était paru dans France Antilles, avec une série de photos, de traduire l'horreur de cet événement. Tout était tombé, renversé, fracassé. Il ne restait que ruines et désolation. Leurs mains nous ont cherchés. Elles ne nous ont pas trouvés. Un silence infini nous a endormis. C'est le titre. Et en fait, pour moi... Tu devrais l'engager pour faire tes titres. Tu sais quoi, concernant les titres, moi, de mes œuvres, maintenant, je mets des prénoms. Il y a beaucoup de poésie. Je mets des prénoms parce que c'est trop... Je vais revenir un petit peu ça. Donc, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie qu'on m'ait payé de longues études, parce que je me suis un peu attardé dans les études. Mais j'ai eu la chance aussi de rencontrer des personnes exceptionnelles. Et une de ces personnes, donc j'ai parlé d'Anka Bertrand, et là, c'est Georges-Henri Rivière. J'ai rencontré aussi les plus grands anthropologues quand j'étais à l'école. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est toi. Ces personnes m'ont toutes appris une chose: ce que tu as reçu, tu dois le redistribuer. Ce que tu sais, tu dois le partager. Ce que tu écris doit être lu. C'est pour ça que j'ai une sorte de cerveau carré. Après cette période de production, pendant 2 ans où je travaille toutes les nuits, toute la journée, je n'ai que ça en tête. Chaque dessin me prend 1 mois à 1 mois et demi à faire. Mais alors, parle-nous de ce dessin. Fait ça. Voici la deuxième chose. Le lien entre le dessin, la littérature et la transmission de connaissances. Oui, mais nous, on voudrait quand même nous intéresser à ce que tu exposes à l'Arawak, puisque c'est ce que tu fais en ce moment. Et donc, du coup, ce tableau, tu n'y vois pas de ton passé d'archéologue? Rien, c'est rien. Je absolument aucun rapport avec l'archéologie. C'est l'émotion. Mais maintenant que je te le montre, tu vois, est-ce que tu vois quand même des squelettes dans la terre? Alors je vais raconter pourquoi est-ce qu'il y a ces squelettes. Non, mais je te demande, est-ce que tu le vois ou pas? C'est ce que je veux savoir. Est-ce que elles ne sont pas. Tu vois quand même la relation ou pas? Je sais ce que je vois, je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai traduit.
ces mains, ces squelettes, les mains, je les ai vues dans l'île de Sulawesi, dans des grottes où il fallait grimper sur des pics calcaires pour rentrer dedans et voir des centaines de mains qui étaient peintes dans ces grottes. Ah, de l'art pariétal, en fait. Ces crânes, je les ai vus dans une des îles d'Indonésie, soit aussi Sulawesi, où il y avait des grottes, où il y avait sur des niches des dizaines de crânes alignés. Et ça m'est resté. C'est extrêmement intéressant dans la peinture classique jusque maintenant, les vanités, la vanité de la vie, Qu'est-ce est qui évoquée reste, par un crâne. qu'est-ce qui reste Parce que tu étais conservateur des musées du département, pas que de Edgar Non, j'étais Clair. musée, j'ai créé le musée Edgar Clair, j'ai refait le musée Schellcher, je me suis occupé de lancer l'écomusée de Marie-Galante après, avec l'aide de l'association C'est nous-mêmes. Mais est-ce quand même de cette période, ce qui est le plus important, c'est le musée Edgar Clair, on peut dire. Non, tous était très important Non, mais parce que tous était très important parce que c'était une problématique différente. D'un côté, le musée Schellcher, il fallait expliquer ce qu'il était quand il avait fait, parce que la volonté de Schellcher à l'époque, c'était de faire un musée pour montrer que l'art était une forme essentielle de l'éducation. C'était pour montrer aussi, à travers les statues qu'il avait fait, en partie les statues égyptiennes, que pour lui, l'apogée de la civilisation noire, elle était en Égypte. C'est-à-dire qu'il reprenait à l'époque des théories anciennes qui sont un petit peu, disons, un peu dépassées aujourd'hui. Mais c'était pour lui vraiment transmettre un message éducatif. Et j'en profite pour dire que le nouveau musée Schellcher, qui va être inauguré très bientôt, fait la part, et qu'il y a eu un programme super fait par Mathieu Dussauge, qui a dû partir pour des raisons, je dirais, familiales. Mathieu Dussauge fait la différence absolue dans une perspective pédagogique entre Schellcherisme, le culte de Schellcher, et l'œuvre de Victor Schellcher. Et ça, c'est fondamental, il ne faut pas les confondre. D'un côté, il y a l'humanisme. Est-ce que c'est pas un peu une pirouette du coup? Ce n'est pas une pirouette, parce que l'éducation, la transmission... Est-ce que quelque part le musée Schellcher en Guadeloupe ne devrait pas quand même prendre en compte les revendications des jeunes Martiniquais? Alors, excuse-moi, aujourd'hui, la culture et l'éducation sont le seul rempart contre la barbarie, l'ignorance et les excès. Mais la culture et l'éducation aussi peuvent prendre des aspects de propagande, non? Pour le pouvoir dominant. On va parler d'art plutôt, je pense, et voir un peu. Mais c'est parler d'art, parce que si tu veux, c'est parler d'art. C'est toi qui as introduit Schellcher. J'ai introduit Schellcher parce Donc, que j'ai expliqué en relation que c'était un musée d'art. avec tes œuvres qui sont pour moi empreintes de ta carrière d'archéologie. C'est quand même peint avec de la terre. Tu es proche de la terre. Tu peins des squelettes d'Asie, d'Haïti, etc. Mais si tu veux, c'est toi qui amènes Schellcher, donc c'est intéressant de savoir, d'avoir ton point de vue sur ça, quoi. Mais j'ai dit que ce qui se passe en Martinique est absolument scandaleux. Il montre une méconnaissance absolue de l'histoire et une réinterprétation de l'histoire. Il faut replacer un contexte, des choses dans un contexte historique. Qu'est-ce que tu dis? Moi j'écoute. Ce qui s'est passé en Martinique avec les jeunes et Schellcher. Ben, moi, je pars du principe. Moi, si tu veux, je vais te rajouter un point. Je rajoute un point. Moi, non, tu échappes. Non, j'échappe pas. Moi, Oui, je pars du principe. Je suis un artiste qui peint dans la rue et je m'exprime. On parle depuis tout à l'heure littérature. Quand les jeunes cassent des sculptures dans la rue, c'est la rue qui parle aussi. C'est ça. Donc moi, à partir de si les gens, c'est ce moyen-là qu'ils ont trouvé pour s'exprimer, je dis qu'il faudrait peut-être les écouter. Franck. Qu'il y ait un manque de connaissances ou pas, je ne sais pas, je pose la question. Est-ce qu'ils peuvent avoir tort et raison en même temps? Bah, il faut discuter avec eux, il faut voir. Mais moi, j'utilise souvent l'expression « tu as raison, j'ai pas tort ». Ouais, mais bon, à part ça. Ça répond à ta question. Non, c'est quelque chose de très délicat. Mais non, parce que sinon, parce qu'il faut. La deuxième question, c'est en quoi ils ont tort, en quoi ils ont raison. C'est pas juste pour se dire ouais, tout le monde est content et on part, quoi.
Ben non, mais là c'est un débat. C'est débattre et poser une question. Mais moi je pense que ce qui serait bien, c'est déjà qu'on pose la question. Enfin, c'est quelque chose de très délicat. Parce que tu voulais rajouter un Oui, point, je vais c'est ça? rajouter une chose. Quand on regarde une statue, quelle qu'elle soit, une œuvre contemporaine, elle est symbole de quelque chose. Et les symboles, par essence, peuvent varier, suivant les époques. La même statue, je veux dire, vous avez là le symbole de la colonisation, de l'asservissement. Donc vous voyez ça. La même statue, donc, elle va être réinterprétée, interprétée par ceux qui vont voir l'aspect négatif. Mais en inversant les choses, on peut dire, vous voyez cette statue, elle est vraiment le symbole d'une époque où on croyait que l'on pouvait arriver quelque part et faire ce qu'on veut avec les habitants. Tout change. Les choses, aujourd'hui, prenons un jeu de cartes. Le jeu de cartes, une carte, c'est un roi de pique, etc. Avec mes 32 cartes, qu'est-ce que je fais? Je joue au bridge, à la canasta, à la Donc ce que tu belote, dis, etc. c'est qu'on ne peut pas juger les choses du passé avec les connaissances du présent. Non, ce n'est pas ça. Je dis que toutes les traces du passé devraient être regardées avec une certaine sérénité, car faire table rase, c'est faire perdre son identité à un peuple. Si tu élimines tout, tu laisses la place à ce moment-là à des interprétations qui risquent d'être imposées. Tandis que si on a... Oui, mais là tu vas un peu loin. Je vais pas loin, je fais... Parce que si tu veux, ils disent pas qu'ils veulent... Quand je vois disparaître... Tu me laisses pas parler, il faut me laisser parler. Non, mais il faut me laisser parler. Et tu dis faire table rase. Personne ne dit qu'il faut faire table rase. C'est pas ce qu'ils disent. Tu dis que quand tu laisses vide, ça laisse la place. Ils disent pas qu'il faut laisser vide. C'est pas la question. Là, tu rentres dans l'après. C'est pas ça. Les filles, ce qu'elles ont fait, elles ont cassé des symboles qui les dérangeaient. Franck, tu m'as pas dit ce que tu as pris la parole et tu l'as redonné à... Oui, parce qu'il voulait dire quelque Henri. chose. En fait, c'est quelque chose de très délicat. Parce qu'il y a une histoire derrière. Il y a Tu parles de Shellshare ou tu parles de la destruction des statues à Je Martinique? parle de tout. Non, de la faut qu'on sache de quoi tu destruction, parles, oui. de la destruction de la statue. Mais je dis pourquoi c'est délicat, c'est parce qu'il y a une histoire derrière. Il y a un trauma collectif. Il ne faut pas oublier ça, qu'il y a une douleur, qu'il y a une souffrance. Et que dès qu'il y a des problèmes sociétaux. Tu étais éducateur pendant longtemps. Hein? Oui, qui surgissent, ça refait surface. Dès qu'il y a une blessure, ce truc-là, c'est revenu dans le contexte de Black Lives Matter. Voilà. Donc ça fait ressurgir ces souffrances, ces douleurs. Donc ces gens-là, en même temps, on ne peut pas les en vouloir. Ils font les choses maladroitement parce que la violence ne s'exprime jamais de façon raisonnée. Toute violence s'exprime de façon déraisonnée. Et c'est du délire. Ça peut atteindre le délire. Mais en même temps, on ne peut pas les en vouloir. Parce que ce trauma n'a jamais été pensé. Il n'y a jamais eu réparation. Il n'y a pas eu de suivi, de demande de pardon. Donc, ces choses-là, dès qu'il y aurait des violences faites aux Noirs, des débordements comme ça vont surgir. Mais pourquoi on appelle ça de la violence? Moi, c'est ça qui me gêne en fait dans tout ça. Mais c'est un acte violent, mais on ne parle pas de certains autres actes violents qui se font tous les jours dans la société dans laquelle on vit. Là, ça prend des mesures différentes parce que c'est des jeunes, parce que c'est des Noirs aussi, je pense. Non, quand je pose parle la de question violence, aussi à ce je niveau-là. parle de violence au sens de Black Lives Matter, de ce qui a été fait à George Floyd. C'est là que je parle de violence. Mais c'est leur violence est une réponse à cette violence première. Oui, mais la violence, elle est dans le fait de casser. Donc c'est un acte violent
violent parce que c'est pas un acte doux. Mais c'est vrai que quand on dit violent, et on a le sentiment qu'il y a une violence envers d'autres personnes, alors que ce n'est pas le cas, puisque au bout du compte, ils n'ont blessé personne. C'est ce que tu veux dire? Moi, je préfère ça. Désolé de dire ça, hein, je sais qu'on est un peu en contradiction, mais je préfère ça parce qu'on en parle encore, tu vois, et que ça a marqué. Pour moi, c'est une action, et c'est pour ça que je dis que maintenant, il faut s'asseoir et demander pourquoi, même si on sait tous pourquoi, mais pour moi, c'est une action qui fait quelque chose. Ça fait interagir, ça fait réagir, ça crée quelque chose. Quand tu prends d'autres exemples où des gens qui ont besoin de mettre en place des choses et puis qui vont s'asseoir là et faire des grèves ou faire des choses, enfin, on sait très bien que ça n'avance pas, ça fait rien, tout le monde oublie. Là, pour moi, c'est un vrai tac. C'est ça, qui marque, quoi. Et c'est limite artistique. Ouais. Est-ce que c'est exactement, c'est limite artistique? Mais oui. Est-ce que s'il y avait plus de street artistes martiniquais, est-ce que ça ne se serait pas passé? Est-ce que ça ne se serait pas passé? Non, ça serait peut-être même, ça aurait peut-être même été plus grand, enfin, tu vois. Mais qu'est-ce qui arrive aux Martiniquais? J'étais à Fort-de-France. Il y a peut-être 10% de l'expression pointoise à Fort-de-France. Mais ça, j'ai jamais compris. Enfin, jamais compris. Il y a sûrement plein de choses, on peut sûrement en discuter. En Martinique, il y a beaucoup moins de graffeurs ou de street artistes. Bref, ça, c'est un autre Et de débat. street art, surtout. Ouais, qu'en Guadeloupe. Mais le niveau il y a très peu de débutants. De ce que je sais, je ne vis pas en Martinique non plus. Le niveau est quand même assez homogène en termes sur l'aspect qualitatif. Nous ici, on a de tout et on est très très nombreux. Donc pourquoi, je ne sais pas. Je crois savoir que tu ne veux pas parler d'argent et de trucs comme ça, mais que le matériel est beaucoup plus cher en Martinique. Non, on peut parler d'argent. Parce qu'il est taxé 2 fois de ce que je crois savoir. Encore une fois, c'est une supposition. De ce qu'on m'a dit, leur matériel est taxé 2 fois. Parce qu'il passe d'abord par ici et ensuite il arrive chez eux. Donc ils sont obligés de payer, je ne sais pas. C'est pour ça qu'ils ont qu'un. Ça a l'air bizarre. Mais en tout cas, c'est ce que je sais. Je ne sais pas si c'est vrai, à vérifier. Je le dis devant la caméra. Mais par exemple, ils ont un seul magasin qui vend des bombes. Nous, on en a 4 aujourd'hui ici. Mais est-ce qu'il y a 4 magasins parce qu'il y a plus de demandes? Est-ce qu'il y a plus de magasins parce qu'il y a plus Nous parlons de magasins, là, si je vais rebondir sur ce mot de magasin. Qu'est-ce que nous, plasticiens, avons-nous comme structure digne de toi? Mais là, on rentre dans la politique culturelle que je voulais pas tellement. Ce n'est pas la politique culturelle, c'est un constat. Non, mais il faut. Si on part de côté que je les approuve dans les comportements que je comprends parfaitement, je rejoins tout à fait le côté, si tu veux. J'ai pas bien compris. Tu désapprouves ou tu approuves j'ai pas compris. Non, je désapprouve en comprenant cette révolte issue d'une histoire qui est présente et qui est pesante. C'est ça. Donc, mais je suis tout à fait, je la comprends très bien. Tu désapprouves, mais tu comprends. Bon. D'où ça vient. On pourrait faire autrement. Je vais revenir aujourd'hui. Ce qui est grave, c'est que lorsque l'on coupe une rangée d'arbres qui s'appelle par exemple les galbas, on s'en prend à l'identité guadeloupéenne. Parce qu'on évacue la mémoire. Les lieux non plus. Il y a des noms, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas à quoi. Lorsqu'on coupe, on laisse tomber un élément bâti quelque part, un moulin ou un aqueduc ou autre chose, ce sont les traces du passé qui disparaissent et qui ouvrent la voie à n'importe quelle interprétation, puisque les preuves ont disparu. Oui, mais oui et non, parce qu'en fait, même aujourd'hui, moi, je voudrais. Les preuves de quoi? Qui contrôle le discours de ces preuves? Mais comme je te disais. Donc moi, on peut dire oui et non, parce que le même moulin peut être l'histoire de choses différentes. Mais tu dis toi-même que la même sculpture de Schellcher peut raconter des histoires différentes. Mais donc du coup, est-ce que le musée Schellcher, lui, ne devrait pas aussi, dans une certaine mesure, prendre en compte les mouvements des Martiniquais? Et il le prendra très certainement en compte dans le programme. Je ne suis plus, depuis 20 ans, 15 ans, conservateur du musée Schellcher. J'ai vu le travail qui a été fait. Non, je sais bien, c'est juste une idée. Est-ce que, je voudrais juste revenir sur le street art. Donc du coup, est-ce que... moi, je trouve ça intéressant et un peu surprenant à quel point... le street art est moins représenté en Martinique, mais en même temps, ici, on a le sentiment que les artistes
un peu comme Franck trouve que quand on est artiste guadeloupéen, on est obligé d'être engagé, parler d'esclavage et de gros cas, etc. On a le sentiment que quand on est dans le street art, on est obligé de faire des portraits. S'il n'y a que des visages, Stick c'est des visages, Yesu c'est des visages, Pac-Man c'est des visages. Après, Je ne sais même pas si Pac-Man est dedans. Il y a le débat, il est bon lui, il est malin. C'est un street artist, Pac-Man. Mais c'est ça, il y a le débat graffiti, street art. C'est quoi le street art, c'est quoi le graffiti? C'est l'art que fait moi mais ce que l'on voit, que je vois dans la rue par des gens qui se disent artistes et ou graffeurs et ou street artistes, sans revenir sur le débat ou tagger ou tout ça. Non, tagger c'est différent. Tagger parce qu'il faut pas de visage, le tagger c'est celui qui fait que les signatures, visages, ce que les gens n'aiment pas, alors qu'il y a une grosse recherche calligraphique derrière, ce que les gens ne comprennent pas, ce que les gens trouvent sale. Voilà. Après, je pense que c'est lié à ça. C'est que pendant longtemps, les gens ont trouvé ça sale et c'est le moyen qui a été trouvé pour que les gens trouvent ça beau. Alors que quelqu'un qui va faire une recherche sur une écriture, c'est le même travail que quelqu'un qui va faire une recherche sur un portrait. Sauf que les gens trouvent les portraits beaux et pas les écritures parce qu'ils trouvent ça sale. Après, parce que aussi il y a quelque chose de technique. Les gens trouvent, j'y venais. Les gens trouvent les portraits beaux. Et est-ce qu'il y a aussi de la part des street artistes en général, de ceux qui peignent ces grandes choses. Est-ce qu'ils ne sont pas dans une compétition de dextérité et cette dextérité s'exprime le mieux, au mieux dans les visages? Je veux dire, si c'est pour peindre le ciel et les nuages, il y a moins de choses à montrer, il y a moins de... En fait, pour les graffeurs, on va dire qu'il y a vraiment juste deux choses. C'est les lettrages, donc les lettres, les mots, le graphe en lui-même, et les portraits, on va dire. Même si tu vas parler avec un graffeur puriste, il va te dire les portraits, c'est pas du graffiti. Hein. Le graffiti, c'est du lettrage. Point. Non, mais si tu vas à Miami, quand tu étais à Wynwood, etc., oui, mais la quantité de portraits est beaucoup moins. Il y a de tout. Il y a des scènes pas possibles. Il y a de tout. Il y a de tout, mais il y a quand même un petit peu, pas mal, beaucoup de portraits. Quand même. Il y a des expressions. Mais il y a un travail différent. Il y a des expressions très comme ça, par exemple. Tu vois, ici, les graffitistes, les street artistes peignent pas comme ça. À Miami, tu as des esthétiques très, très éloignées. Oui, et la question ici, c'est pourquoi... Ici, tu es dans une sorte de surenchère du réalisme, presque, du portrait. Mais je pense qu'aussi il y a... Je dirais pareil. Je pense qu'il y a aussi le traitement, peut-être un peu trop, oui, tu réfléchis à ton style et où tu vas quand tu en fais ton métier à 100% et que moi c'est pour ça, pour moi il y a les artistes et les artistes professionnels, ceux qui en font leur métier à 100%, ceux qui travaillent sur toile, qui font des sculptures, qui emmènent leur art plus loin. À partir du moment où tu fais pas ce travail-là, bah oui, tu vas rester à ce que les gens trouvent beau, c'est-à-dire aller au plus réaliste possible et que les gens fassent waouh. Et tes corps dont les têtes sont dans les yeux. Bah c'est pour ça. Mais ça c'est un travail que j'ai fait parce que j'en avais marre de faire que du portrait. Ça commençait à me saouler et je pars du principe que si j'ai choisi de faire de ma passion mon métier, c'est pas pour arriver mais c'est surtout pas pour arriver et me dire je dois faire un portrait là, et qu'en fait ça me saoule avant même d'avoir commencé. Donc j'avais besoin d'aller plus loin, et on parlait au tout début du rapport avec le corps, et il fallait que je lie tout ça en fait, que je commence à lier qui je suis, ce que je suis, où je vais, ce qui me parle, ce qui me fait vivre dans mes créations. Un dernier mot, faut qu'on parte. Ok. En fait, je crois que l'art a une fonction. Et il ne faut pas perdre de vue que l'art, sa fonction, avant tout, c'est créer une forme de beauté. C'est de créer une forme de beauté, mais en plus de ça, d'amener de l'inédit. Et si créer, c'est ça. Créer, c'est amener quelque chose de neuf, qui n'existe pas avant. Pour toi, c'est transmettre. L'art, c'est d'abord permettre d'apporter de la réflexion
parce que certaines œuvres interpellent. Moi, j'aime beaucoup ton œuvre, parce que je ne l'ai pas vue comme tu l'as dit là. Moi, je vois une croix, ce serait peut-être une référence à ça. Non, je te donne ma perception, mais en dessous, moi, je vois un signe masculin, la flèche vers le bas. Oui. Donc pour moi, Le c'est signe un masculin, personnage. c'est la flèche vers le haut. Hein. Ah oui, c'est vrai, tu vois, donc moi j'ai inversé là les choses. Donc mais l'image inconsciente, ça a été ça. Donc en fait j'ai mélangé le masculin et le féminin, et pour voir. Mais j'ai vu une chose très dynamique, très forte, très présente. Et ça me fait plaisir, parce que ça me secoue les méninges. Et la fonction de l'art, c'est de ne pas laisser le spectateur indifférent. Que ce soit la répulsion ou l'admiration, à l'extrême, on s'en fout. On a fait quelque chose qui émeut. Et est-ce que Qui tu as le provoque une sentiment que émotion. ton exposition fait ça? Est-ce qu'elle fait ça Ben merci si elle le Non, fait. je te demande, est-ce que tu as le sentiment que ton exposition fait ça? Eh ben, quand je vois que je lis un texte et que les personnes qui sont autour de moi éclatent de rire, j'ai l'impression que c'est un rire libératoire. Tout à fait. Je leur ai offert une lecture de ce que j'ai dessiné. Mais je mets sur le même niveau un travail absolument extraordinaire comme il le fait, mais pour lequel je suis béat d'admiration. Jamais, j'ai soufflé dans les petites choses, je n'ai jamais réussi à dessiner et à atteindre un niveau de précision comme tu le fais. Pour moi, c'est du très grand art. Et c'est presque dommage que ça ne soit pas fait dans un petit châssis, qu'on puisse l'emporter, le garder Si, mais il y en a. chez lui. On va t'en envoyer. Il y en a. Voilà. Donc, Un mot pour finir, Stick? Ou c'est bon, t'as déjà dit? Non, mais pour revenir par exemple, c'est un peu l'art et c'est ce qui est bien dans l'art, c'est que par exemple moi j'ai une troisième vision de son œuvre, tu vois. Et moi c'est ce que j'aime dans l'art et je pense que l'art a deux voyages en fait. Le premier c'est ce que nous on en fait, on crée, point. Avec ce qu'on a envie de dire, peu importe ce qu'on dit, comment on le dit, si c'est trop littéraire, si c'est trop engagé, c'est ce qui, nous, on le fait. C'est qu'on en a besoin, on en a envie. Et après, le deuxième voyage, c'est comment il est perçu. Mais est-ce qu'on doit avoir un réel... comment dire? Est-ce qu'on doit être attaché, est-ce qu'on doit être impacté par comment il est perçu? Ça, c'est peut-être un autre débat. Mais moi, je suis ravi de faire une œuvre et de me rendre compte que quelqu'un la voit complètement à l'envers. Limite, quand je dis je m'en fous, c'est pas péjoratif. Ça va pas m'affecter. Au contraire, je suis content. Tant que la personne y trouve quelque chose. Ça peut être un fou rire, ça peut être des larmes, ça peut être du je m'en foutisme complet, mais au moins il se passe quelque chose. Mais comment on sait que c'est de l'art? Il ne faut pas oublier le besoin d'appartenance. Si Faut chacun pas a un oublier avis. notre dimension inconsciente. Quand tu dis c'est parce que tu le veux, est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que c'est pas imposé par ton milieu d'appartenance? Est-ce que tu es pas conditionné? Quand tu crées, tu parles de quoi? Quand tu crées ou quand tu regardes? Non, mais il me dit s'il a fait telle chose, s'il a représenté Oui. Ouais. telle chose, Oui. c'est parce qu'il le veut. Oui. Donc toi tu penses, toi tu dis quand tu crées. Moi, quand je crée, j'essaie. Non, de pas faire toi, mais abstraction. quand l'artiste crée, comment est-ce qu'il sait Ouais. que ce Il est pas qu'il veut faire, Il n'est pas conditionné par son milieu est-ce que c'est vraiment ce qu'on Moi, je veut? pense qu'il est conditionné. À part si tu arrives à toucher la notion faut de se- lâcher prise. Il faut se À déconditionner. 100%. Ouais, mais moi c'est ce que j'essaie de faire, la notion de lâcher prise. Mais j'essaye, hein, mais je pense que surtout dans la société dans laquelle on vit, tout ce que tu vas faire en dehors de ton art, c'est tellement régi déjà par des codes, par des choses, Voilà. qu'en fait, moi mon objectif c'est le lâcher prise total, pour justement être influencé par rien du tout. Donc je vais vous lâcher. Total. Pour moi, on va- ce qui est véritablement important, c'est d'apprendre à voir. Et c'est ce que je fais dans les collèges, c'est ce que je fais dans mon quartier, en disant, tu vois cette branche, regarde-la bien. La dimension Qu'est-ce que tu visuelle, vois? Je suis d'accord. Et ils vont faire apparaître une image. Et je leur dis maintenant, voici les outils que tu vas utiliser pour le faire. Est-ce que C'est ça l'école qui est important, est-ce que cette l'école démarche. doit vraiment apprendre à voir ou est-ce qu'on doit apprendre à voir nous-mêmes? Alors, On se quitte sur ça. Ça se cultive. Thank you Ça se very cultive. much. Le regard, le goût, tout ça, ça se cultive aussi. And I will see you next time. Bye. Thank you.